c'est un site qui a une trentaine d'années, un tout petit peu plus, 33 ans, qui produit 540 000 tonnes. Donc c'est pour vous remettre en proportion des volumes que je vous ai dit tout à l'heure. Donc 540 000 tonnes sur une production de sable de 1,2 million, tout acteur confondu. Donc c'est un gros site. Vous avez une petite trentaine de personnes qui travaillent sur le site. À la différence de ce qui se fait en métropole, où il y a beaucoup d'externalisation, nous on est dans un processus inverse, c'est qu'on fait pratiquement tout nous-mêmes. Donc aussi bien l'extraction que la maintenance des engins, que l'entretien. Donc ce qui fait qu'on a en termes d'effectifs beaucoup de monde par rapport à ce qui peut se faire en termes de carrière en métropole. Le gros de la production du site, c'est le sable, on va le voir, le sable béton. Donc un sable qui est destiné principalement aux industriels du béton et de la préfabrication. Ça représente à peu près 60-65% de notre production. On est propriétaire au niveau du site de 450 hectares. Mais bon, il n'y a pas 450 hectares qui sont exploités ou qui vont être exploités. On fonctionne par zone. La plupart de l'espace ne sera jamais exploité puisqu'il est classé en zone boisée classée. Aujourd'hui, on a une zone d'extraction qui fait à peu près 13 hectares. 13 hectares qui, comme je vais vous montrer tout à l'heure, qui sont mis en exploitation petit à petit. On ne met pas les 13 hectares en exploitation en même temps. On fonctionne par phase, ça permet de revégétaliser des phases qui sont terminées et ainsi d'avoir un impact en termes d'image qui est beaucoup plus réduit. L'extraction fait 13 hectares, la zone de traitement fait à peu près 3 hectares et demi. Traitement et stockage des matériaux, la zone qu'on a traversée. Vous avez, pour ceux qui ne savent pas, deux types de matériaux en Martinique. Les sables, qui sont principalement maintenant produits sur le Nord Caraïbe. Donc sur Saint-Pierre, vous avez aujourd'hui trois grosses carrières donc, qui produisent la totalité des besoins martiniquais et qui en exportent même puisqu'il y a un peu d'excédent de production. Vous aviez à l'époque les mêmes matériaux qui étaient exploités au diamant au Mans de l'Archer. Bon, donc ça a fermé depuis déjà quelques années. Donc ça c'est pour la partie sable et vous avez un autre type de matériau qui est la roche massive, donc tout ce qui est basalte, andésite, qui sont plutôt produits côté Atlantique, donc la côte au vent. Les quantités des deux matériaux sont à peu près équivalentes. Le marché martiniquais, c'est aujourd'hui 2,2 millions, 2,3 millions de tonnes. C'est monté à 3 millions en 2008, donc c'était des volumes importants. Et sur ces 2,3 millions, vous avez moitié sable, moitié roche massive. Juste deux mots, pourquoi on se retrouve tous à Saint-Pierre? Ça a été des décisions politiques à l'époque du SAR. De concentrer la production des matériaux sableux sur Saint-Pierre, liés au poids économique que ça représente, puisque lié à l'activité de carrière, vous avez des centrales à béton, des presses à parpaing qui sont adossées. Privilégier un développement touristique dans le sud, donc éviter d'avoir des carrières dans le sud du côté du diamant. Et il y avait une dernière ligne qui était une réforme profonde du transport, puisqu'à l'époque on parlait déjà de la mise en place d'une ligne maritime. On est en pleine zone d'extraction. Le principe en fait, vous avez des surfaces à exploiter par phase quinquennale, donc tous les 5 ans. La première phase qu'on a exploitée, elle est juste derrière les falaises là, qui sont au-dessus de la pelle là. Donc ce sont les fronts que vous voyez là-haut qui sont déjà en partie revégétalisés. Donc là vous avez des arbres, ce sont des arbres qu'on a plantés. Chaque gradin fait 15 mètres. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez multiplier. C'est des marges de 15 mètres. Donc cette première phase-là, ça a été 3 hectares qu'on a exploité de 2004 à 2009. Donc on est parti d'en haut. Donc on a la chance ou la malchance d'avoir plusieurs types d'exploitation, de techniques d'extraction sur ce site-là. La plus simple, c'est celle qu'on a aujourd'hui, c'est de partir d'en haut et de descendre. Ça permet d'une part de stabiliser la partie que vous avez derrière vous. Et puis ça permet de pouvoir mieux gérer le gisement. Le principe, vous avez 2 équipes qui ne travaillent pas en même temps l'une au-dessus de l'autre. Quand il y en a une qui est en haut, l'autre fait autre chose et ainsi de suite. Donc là, ce matin, vous avez la pelle là, qui est en train de charger des matériaux pour l'installation. Quand on va avoir fini l'extraction là, le bulle va repasser là-haut et va foisonner les matériaux, c'est-à-dire va pousser les matériaux de en haut là sur la plateforme en bas. Alors pourquoi on fait ça? Pour 2 raisons. Déjà parce qu'il n'y a que des engins à chenilles qui peuvent monter là-haut, vu les pentes et les raideurs. En haut,
On a de la place, il faut imaginer en haut, vous avez à peu près la taille d'un terrain de foot sur la plateforme là-haut. Mais ça reste petit à l'échelle des engins qu'on a, il faut de l'espace pour qu'ils puissent tourner. Donc on a opté pour cette méthode d'exploitation, c'est-à-dire une équipe qui foisonne les matériaux et une équipe après en dessous qui charge. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Tous les engins que vous voyez là sont des engins qui nous appartiennent, sauf peut-être une ou deux pelles qui sont en location pour des raisons particulières, plus commerciales que d'exploitation. Et donc l'ensemble des chauffeurs sont des salariés de l'entreprise. En métropole, tous ces postes-là sont externalisés. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a une carrière et qui va sous-traiter l'extraction et qui va payer donc un sous-traitant à la tonne mis dans le concasseur. On produit en moyenne 3000-3500 tonnes jour. On ne charge dans les camions que du matériau qui fait au minimum 80 cm, 800, c'est-à-dire que c'est la taille de notre broyeur au niveau de l'entrée de l'installation de concassage. Tout ce qui est au-dessus, c'est ce que vous voyez là, on le garde. Donc on va dire dans 9 fois sur 10, il va être vendu tel que pour faire de la protection maritime. C'est ce que vous avez le long de la route entre Carbet et Saint-Pierre, ce sont des roches qui viennent d'ici. Vous allez rentrer donc dans une installation de concassage et de criblage. Donc le principe, c'est assez simple. Ce sont des actions successives qui sont globalement triées par taille, réduire la taille du caillou et laver les matériaux. Donc vous allez les voir, vous avez des cribles. Donc les cribles, ce sont des systèmes de tri des matériaux avec ce qu'on appelle des toiles avec des granulométries différentes qui vous permettent au fur et à mesure, comme le petit tamis que vous avez sur la plage pour les enfants, ben ça passe ou ça passe pas. Si ça passe, ça continue le circuit. Si ça passe pas, ça sort du circuit. Soit c'est du produit fini, il est mis en stock et il est vendu, soit c'est du produit qui a besoin d'être réduit ou lavé et il va rentrer dans le circuit. Donc vous avez une succession de boucles successives, donc c'est différents convoyeurs. Vous avez ce qu'on appelle des bypass. Ben, globalement, c'est des aiguillages sur lesquels vous pouvez envoyer le flux à droite ou à gauche. Et comme ça, vous pouvez obtenir les produits que vous souhaitez. Lié aux démarches qu'on a enclenchées dès 2006 sur les certifications ISO 14001, qui étaient pour nous, c'était pas de la certification pour faire de la certification. Il y avait un vrai sens en termes d'amélioration des différents impacts. Bilan carbone derrière. Ça a changé complètement la relation qu'on a pu avoir avec le voisinage, puisque toutes ces certifications sont participatives. Il y a des réunions régulières, des évaluations des performances régulières, des objectifs qui sont recalés de manière régulière. Donc ça a quand même nettement amélioré les relations qu'on pouvait avoir avec le voisinage. Et ce sont des certifications qui sont assez contraignantes en termes de gestion, qui permettent de mieux pouvoir discuter, mais qui sont en termes de gestion quotidienne assez lourdes. On arrive sur le bas de l'installation, donc vous avez les produits qui sont donc stockés tout autour de l'installation. Et après vous avez la commercialisation. Donc le camion passe à l'entrée sur le pont bascule, on pèse son poids à vide. On va lui délivrer un bon de chargement. Il va après aller se faire charger, donc c'est ce que vous avez derrière. Vous avez derrière là, le camion qui est en train de se mettre en position, qui va être chargé par la chargeuse et qui va après redescendre sur la bascule. On va le peser avec les matériaux dedans. Notre système informatique va faire la différence entre le poids à vide et le poids chargé, et on aura donc le poids net du produit après avec un système de facturation de clients, de chantier, de type de produit. Oui, après le chauffeur vérifie que le bon de chargement correspond bien au produit, il y a le nom du client, il y a voilà. Le carrier, c'est quelqu'un qui est assez feignant et qui n'aime pas sortir des sentiers battus. C'est-à-dire qu'il va caler sa machine pour des produits donnés et il va essayer de plus y toucher parce que ce qui fonctionne bien, ça lui plaît bien, donc il ne va plus y toucher. Donc c'est pas dans la culture de la carrière de faire du sur-mesure. Ça, c'est quelque chose qu'on fait ici. Parce que c'est des marchés de niche. Quand un client a une problématique, on va essayer
d'y répondre au plus près. Un des exemples, c'est par exemple, donc ça c'est une entreprise qui est installée chez nous, qui s'appelle ENTP, qui fait du gabion pré-rempli. Donc le gabion, c'est les paniers que vous voyez là-bas, qui sont remplis de roches et qui vont servir à faire du soutènement. La problématique de cet entrepreneur, c'est qu'il est venu nous voir avec une granulométrie qu'on ne faisait pas en Martinique. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il lui fallait un caillou suffisamment gros pour que ça ne traverse pas les mailles du grillage et pas trop gros parce qu'il a un remplissage qui se fait de manière automatique et c'est pas les standards des carriers martiniquais. Il s'appelle comment C'est Étilé, c'est Nicolas Étilé, c'est lui, c'est le Cubiroc. D'accord. Donc on s'est creusé la tête, ça nous a obligé à modifier notre machine, il a fallu qu'on rajoute un tapis, il a fallu qu'on rajoute un étage de criblage pour sortir ce matériau qui est suffisamment gros pour pas passer à travers les mailles du grillage et pas trop gros pour qu'il puisse le vibro-compacter. Vous avez l'installation qui produit ces gabions juste à côté. Et voilà, et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un industriel ou un acteur du TP qui a des problématiques liées aux matériaux, on essaie de lui sortir quelque chose de sur mesure. Donc c'est vrai que ça demande au niveau des équipes de la souplesse parce que on fonctionne avec des toutes petites séries. Ça oblige les gens à rentrer dans les machines, à changer les grilles ou la configuration de la machine assez souvent. Mais c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, le cumul de ces petits volumes-là fait qu'on arrive à traverser peut-être un peu mieux la crise que d'autres acteurs, quoi. À mettre de la valeur dans la chaîne, à valoriser le produit plus cher à la sortie et à garder un coup d'avance en termes concurrentiels. On a l'autre exemple, par exemple, on a beaucoup travaillé avec des gens qui faisaient de l'assainissement non collectif pour tout ce qui est filtre à sable, des gros problèmes de traitement d'eau au niveau des maisons individuelles. Globalement, on met du sable béton dans les filtres à sable de maison. Sauf qu'il faut savoir que ce sable, il n'est pas conforme à la réglementation parce qu'il y a trop de fines dedans. Ce qui fait qu'au bout de 3-4 ans, vous allez avoir des problématiques de colmatage. Donc il faut un sable qui globalement fait la taille du sable béton mais avec beaucoup moins de fines à l'intérieur. C'est des sables qu'on a développés. Qu'on peut utiliser que dans cette application-là. Vous ne pouvez pas faire du béton avec ce sable-là, mais qui correspond bien à la spécificité de ce qui est demandé pour des matériaux en termes d'assainissement. Des gens qui font de l'assainissement, qui ont pignon sur rue, qui ont une garantie décennale, vont avoir tendance à travailler avec ces matériaux-là, même s'ils sont plus chers, parce que derrière, ça leur apporte une tranquillité de l'esprit en termes de garantie. Et ils sont conformes au DTU, enfin à la réglementation en termes de filtre à sable. Donc là, c'est la pesée. Donc là, les systèmes que vous avez de part et d'autre sont des systèmes qu'on a mis en place pour les transporteurs pour mettre les bâches. Ça, c'est des grosses problématiques. Alors, dans la gestion qu'on a de la certification ISO 14001, on a maintenant, avec le recul, bonne maîtrise de ce qui se passe en interne, donc on s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur, entre autres la commercialisation de nos produits et en particulier le transport. Là, ce sont des passerelles pour permettre aux transporteurs de bâcher. On les sensibilise, mais ils sont responsables de leur chargement. Ça, c'est un système de lavage des essieux, donc on le met principalement en route pendant la période de carême. Là, on va rentrer dedans pour enlever tout ce qui est le sable à l'intérieur des jantes et sur les essieux des camions pour éviter que ça soit déposé sur la route. Ça ne s'est pas fait en un jour, c'est des choses qui au fur et à mesure... Là vous avez à droite ce que je vous disais, le bassin qui va récupérer toutes les eaux de ruissellement et qui va les remonter dans un bassin qu'on n'a pas vu là-haut qui fait 1500 m3 et qui va servir de bassin pour tout ce qui est arrosage. Pour faire tourner tout ça, vous avez là toute la plateforme logistique. Donc on fait tout ce qui est chaudronnerie, entretien mécanique. Alors pour ce qui est encore possible de faire, parce que maintenant c'est quand même assez compliqué avec des engins qui sont bourrés d'électronique. C'est un peu comme les voitures, hein, c'est plus les carburateurs comme à l'ancienne. Maintenant, si vous n'avez pas les outils informatiques et les consoles pour paramétrer les engins, vous ne touchez pas à l'engin. Mais on fait tout ce qui est possible de le faire, on l'a pour l'instant internalisé. Donc en mécanique et en chaudronnerie. Il y a quand même derrière 30 emplois en direct. En indirect, à mon avis, on peut chiffrer ça entre 100 et 150. Une grosse partie, c'est des transporteurs, mais on a quand même de la maintenance. On fait travailler les concessionnaires, les gars qui font des flexibles, des choses comme ça. Ça reste une activité économique et importante. Je pense que sur la filière, en emploi direct, on doit être entre 200 et 250, l'ensemble des carrières. Donc après, en emploi indirect, c'est entre 600 et 800. Et puis, on a une vraie filière, c'est-à-dire qu'on exploite, on transforme, on fait derrière du béton, du parpaing. Voilà, c'est du vrai développement endogène.